Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle intitulée L'épave. On va commencer maintenant. Tout est prêt. Vérifiez deux fois plus plutôt qu'une. Il a contrôlé les détendeurs principaux, le détendeur du secours, le serrage des palmes, le paramétrage de sa montre ordinateur. Puis, il a suivi le même protocole avec le matériel de Sam et celui-ci a vérifié le sien. Des opérations méticuleuses où chacun sait ce qu'il a à faire. Pas de paroles inutiles, le silence de ceux qui se connaissent par cœur depuis plus de 20 ans. Depuis la maternelle, comme des jumeaux. On leur a souvent demandé si, malgré leurs noms différents, ils n'étaient pas de même famille. Demi-frères, cousins, tant qu'ils se ressemblent. Les similitudes juste dans les gestes, les regards, les réactions. Ils ont positionné leur masque sur leur visage, du bastingage du, du canon à moteur loué pour l'occasion et amarré au corps, mort, flottant en pleine mer. Il bascule en arrière, eau à 25 degrés, ciel clair, pas de coup de vent prévu par la météo, des conditions optimales pour plonger. Avec le pouce et l'index, Sam a formé un O au niveau du masque. Tout est OK. Il lui répond par le même geste et se coule en avant pour descendre le premier le long du mouillage jusqu'à l'épave qui les attend à 40 mètres de profondeur. C'est toujours un moment rare, une descente dans le bleu, les puits de la lumière de la surface s'amenuiser, la semi-obscurité progressive, l'impression d'entrer par réfraction dans un autre monde, de transgresser les lois de la physique, le glougglement régulier des bulles d'air s'échappe du masque. Avec un peu de chance, c'est la rencontre fortuite d'un mérou rigolard, d'une rascasse ventripotente et d'un poulpe joueur. Et l'apparition enfin, de plus en plus précise, d'une caresse fantomale dans la lumière grise. Son échouage sur le son sablonneux, au milieu d'un massif clairsemé de Posidonie, d'un parterre d'amérone de mer ou de claveline aux clochettes gélatineuses. La visibilité est aujourd'hui excellente. À 10 mètres de profondeur, il distingue déjà la silhouette d'un mât de charge qui domine l'ensemble. Le navire qui a sombré était un cargo fruitier réquisitionné et transformé pour le transport des troupes allemandes. Torpillé par un sous-marin anglais en 1942 à 5000 au large de la côte. Il repose là, étendu sur le ventre, bien à plat sur du sable. Il manque la poupe, séparée du reste du cours de naufrage, mais l'on voit parfaitement le pont de bois, le château central et l'arrière tranquille du navire. Sam, il suit, comme d'habitude, derrière lui. Là-haut, la surface de la mer miroite d'une blancheur bleutée. Il se stabilise à la verticale d'un trou situé quasiment au centre du pont. L'embase de la cheminée qui s'est affalée sur le bâbord. L'ouverture est suffisamment large pour s'y glisser et faire un tour à l'intérieur de l'épave. Histoire de n'être pas descendu pour rien, il se retourne vers Sam et lui fait signe qu'il descend dans la coque, sans attendre la réponse. Il sait qu'il suivra un coéquipier parfait, Sam. Par précaution, il dégrafe sa torche et l'allume. Le passage de la cheminée se révèle plus encombré que prévu à cause de l'effondrement du blindage du bâton. Quelques contorsions prudentes suffisent, cependant, pour gagner une coursive intérieure que des bouquets de gorgones rouges ont colonisé. Puis, il se glisse dans un escalier pour gagner une autre coursive inférieure, très étroite, jonchée d'objets divers. À quelques mètres derrière lui, le faisceau de la lampe de Sam balaye aussi le dédale de chambrée se découpant dans le gris sombre de la coque. L'eau est ici plus trouble et chaque mouvement de palme soulève un léger nuage dense de particules en suspension. Mieux vaut avancer à palme de velours, sinon. De la lumière passe à travers des hublots en parfait état. Sur les parois sont encore accrochés des appliques murales de bronze. Dans les cabines des lavabos, des lits superposés et même des bottes de cuir à moitié immergées dans une épaisse couche limoneuse.
Il en ramasse une pour l'examiner de plus près et la rejoint machinalement. Quelques phalanges de son ancien propriétaire tombent dans la vase avant de disparaître. Plus loin, c'est la cuisine. Un fourneau de métal cloqué, des casseroles, des bouteilles dont le goulot émerge de la couche mouvante, puis vient ce qu'il pense être le mess des officiers. Avec une table et des chaises de métal boulonnées au sol, il ne reste plus qu'à dresser les couverts de métal gris qui sont éparpillés au sol. Il s'immobilise un moment, subitement inquiet, et se retourne. Sam a disparu. Où s'est-il arrêté cet abruti? Il a dû se perdre ou ressortir. Pourtant, il le sait. Jamais on se sépare à des profondeurs pareilles. Règle de sécurité numéro 1. L'évidence même, de retour par le même couloir, il emprunte cependant le passage d'un autre escalier raide qui remonte directement sur le pont supérieur. Un canon sur son affût est encore orienté vers le ciel. Une pièce de DCA, sans doute les chargeurs engagés dans le canon, sont soudés par la rouille. Le pont est jonché de plaques d'acier, des câbles de cordage, de palans, de treuils auxquels se sont accrochés des lambeaux de chaluts de pêche poussés ici par les courants. Il atteint rapidement la proue, une tourelle blindée et munie de son canon couvert de coquillages et d'algues étirées en chevelure mouvante. Il pointe un nuage virevoltant d'antias rose orangé. À l'extrémité du gaillard d'avant, des chaînes sont encore engagées dans leur écubier et 2 ancres sont à poste. Il descend le long de la coque, atteint le fond sableux et relève la tête, maintenant placé en contrebas de l'étrave, en contre-plongée. Il contemple un instant la masse énorme du cargo fondre sur lui. Un point de vue imprenable. Reprenant de la hauteur, il observe en enfilade toute la longueur du pont. Pas de Sam. Où s'est-il fourré ce petit camp? De plus en plus agacé, il remonte le navire sur toute sa longueur, une bonne soixantaine de mètres, et parvient à la cassure d'arrière provoquée par la torpille tueuse. La cavité obscure est largement ouverte, affleurant le sable. Un courant assez sensible semble l'aspirer parmi les tubulures et les câbles électriques enchevêtrés. Les manettes et les volants déformés par la déflagration de l'explosion, les masses confuses du moteur principal revêtu de couches de sédiments noirâtres occupent tout l'espace central de la salle des machines. Il s'enfonce sans hésiter au-dessus de ce fartras du métal disloqué, parvient rapidement à la paroi du fond. C'est au moment où il fait demi-tour qu'il lui semble qu'une forme ondoyante s'est enfouie devant lui. Il s'immobilise, saisi brusquement d'une appréhension incompréhensible, recule lentement, s'adosse à la paroi. Une aiguille? Un congre? Rien de certain. Fouillant de son faisceau lumineux le trou noir d'un renfoncement, il distingue à 3 ou 4 mètres devant lui ce qu'il pense être une bouche béante d'une trentaine de centimètres de diamètre, qui s'enfuit centimètre par centimètre dans le recoin le plus obscur et se fige dans une immobilité minérale. 2 rangées de dents, fines et luisantes, émergent de l'obscurité, cerclant l'anneau de mâchoire à peine visible. Une murène, c'est la première fois qu'il se trouve nez à nez avec ce genre de bestiole. Il ne sait rien de ses réactions. Pour se rassurer, il est vrai que son cœur s'est emballé. Il décroche le coupe-filet de sa poitrine et le tient dans la main droite. Devant lui, prêt à parer une éventuelle attaque. Il faudrait qu'il se replie, qu'il longe les parois déchiquetées et regagne la sortie. Mais ses bouteilles butent contre les longerons éclatés, puis s'encastrent entre 2 arceaux d'acier. Il se dégage pourtant en se penchant en avant d'un petit mètre. L'assaut est fulgurant. Une fraction de seconde a suffi. La forme ondoyante a jailli de l'obscurité. Il n'aperçut qu'un fuseau cylindrique à peau luisante à quelques centimètres de son masque, et simultanément une douleur foudroyante a électrisé sa main droite. Il l'éclaire de sa torche, le couteau a disparu.
et l'extrémité du majeur et de l'index est déchiquetée. Merci tout le monde. On va s'arrêter ici et on va enchaîner dans une autre vidéo. À la prochaine.